Libre-échange. Une personnalité se livre, ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Aviva, bienvenue sur Libre-échange, une émission en partenariat avec Midi Libre. J'accueille ce soir Christian Jean-Jean, bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs. Vous êtes le maire de Palavas, on va évidemment parler de... Les flots. Palavas-les-Flots, pardon, excusez-moi. Évidemment, Palavas-les-Flots, j'avais oublié les flots. Maire de Palavas-les-Flots, on va parler évidemment avec vous de Palavas-les-Flots, de votre commune, de vos projets. Je voudrais vous faire tout d'abord réagir sur cette année 2024 qui démarre, une année 2024 qui va être intense, palpitante, avec beaucoup d'événements, les Jeux Olympiques évidemment, les Européennes, la libération des territoires et les commémorations, bref, les valeurs. Et j'oublie pas que la semaine dernière, le président de la République a beaucoup évoqué la question des valeurs, la Marseillaise à l'école, l'éducation, le civisme. Ça doit vous plaire, vous, le maire de Palavas-les-Flots? Écoutez, ça me plaît, bien entendu. Vous savez, j'étais historien à l'époque. J'ai accueilli à l'époque un monsieur qui s'appelait Georges Frêche à la faculté de droit de Montpellier. Et donc, en tant qu'historien, petit historien, j'étais maître assistant à la faculté de droit. Mais c'était quelque chose qui m'a passionné. Je ne vais pas continuer pour des raisons qui me sont personnelles. Mais je dois dire que rappeler à tout un chacun l'histoire, rappeler que la Marseillaise, c'est quand même notre hymne national, quel qu'il soit, et que nous essayons d'amener petit à petit les enfants, et ils sont de plus en plus nombreux avec les parents, à venir aux commémorations. Le 8 mai, le 11 novembre, c'est quand même quelque chose. Et quand on entend ces petits bouts de chou et autres chanter la Marseillaise, ça fait chaud au cœur. Parce que qu'on le veuille ou non, c'est un hymne extraordinaire, c'est l'hymne national. C'est pas un hymne vindicatif, mais c'est un hymne qui dit « Nous sommes Français, nous sommes en France, nous sommes un pays de démocratie, de liberté. Nous les défendons toutes les libertés et nous voulons véritablement que ces enfants soient imprégnés. » Et ça, c'est la même chose. Peut-être pour le... Moi, j'ai porté la blouse, comme tout un chacun aussi. J'étais pensionnaire au lycée, qu'on ne connaît plus puisqu'il était à côté du musée Fabre à l'époque. Mais cette blouse, on se reconnaissait. J'étais pas très... Mes parents, c'est une famille modeste. Et j'étais entouré de vignerons et autres. Et un truc. Mais tous, on avait la générosité du cœur parce qu'on était tous pareils. Avec notre blouse, elle était noire à l'époque, elle n'était pas grise. Donc vous êtes plutôt favorable à la tenue unique qui est préconisée par le président. Je trouve que c'était très très bien, pourquoi pas, une tenue unique, ça évite toute différenciation, interprétation, qu'elle soit religieuse, pas religieuse, qu'elle soit liée à des pays ou à des niveaux sociaux ou autres. Non, c'est des enfants, on est tous élevés pareil. Moi j'ai fait mon service militaire par exemple, excusez-moi, mes services militaires, j'ai rencontré des gens extraordinaires, des menuisiers, des viticulteurs, des artisans, des mécaniciens et autres. C'était mes meilleurs copains que j'ai gardés après toute ma vie. J'ai fait mon service militaire à 27 ans, avec toutes ces personnes qui étaient extraordinaires, qui m'ont beaucoup apporté. Et je crois que c'est dommage qu'on n'ait pas aussi cette notion de mise en commun de notre état d'esprit, de notre vie sociale, et ainsi de suite. Voilà. On se connaît mal. Oui, vous trouvez que ça s'est dégradé ? Je trouve qu'on se connaît mal parce qu'on ne se connaît pas dans le bon côté des choses. Voilà. Il faut être près de l'un de l'autre pour pouvoir se connaître. Le service militaire était une possibilité. Il y en avait bien d'autres, bien sûr. Mais bon, ça, c'était une bonne chose. Voilà. Je l'ai dit d'ailleurs à Chirac quand j'étais député à l'Assemblée nationale. Je lui ai dit, président, il faut remettre ce service militaire, en tout cas trouver une formule et autres. Ouais. Il m'a dit, mais c'est plus possible parce qu'on a tout vendu, on a vendu on a vendu toutes nos installations, tous nos bâtiments et autres. Je lui ai dit, c'est fort dommage, c'est regrettable. Alors aujourd'hui, on a le SNU qui a été lancé par le président Macron il y a quelques années. Il souhaite le rendre obligatoire pour dès la classe de seconde. Vous pensez que ça va dans le bon sens ? Le SNU est une bonne chose. Il y a des enfants que j'ai côtoyés également, puisque je m'y tiens.
je tâche d'être présent chaque fois qu'il y a une belle manifestation à Palavas-les-Flots, puisque nous avons là-bas l'IGESA qui accueille beaucoup de ces jeunes. C'est sur le principe du volontarisme. Là, actuellement, c'est des jeunes volontaires qui viennent. Ça serait bien, effectivement, qu'on adapte tout cela et qu'on fasse que ces jeunes puissent de temps en temps donner un peu donner un petit peu de cœur, quoi, en définitive, à la nation. La nation, sous quelle forme certainement de générosité, d'aide, d'entraide et autres. Mais dans un premier temps, ça serait très très bien. Je crois que les jeunes ont besoin de donner. Ils sont généreux. Mais à condition qu'on les guide et qu'on les amène vers la générosité. Si on les amène vers d'autres choses qui sont plus ou moins bonnes, eh bien évidemment, ils tourneront mal. C'est tout. Voilà. Et ces jeunes sont bien. Ça veut dire que réinjecter un peu plus d'instruction civique à l'école, au collège, c'est une bonne démarche? C'est le B.A.B.A. Ouais. Ça c'est pas à l'école élémentaire, quand tu étais en classe, tous les matins, on avait notre leçon de morale au tableau. Voilà. Bon, alors à l'époque c'était un peu exagéré parce qu'on se faisait, si on ne connaissait pas par cœur la leçon, on avait des privations de trucs, on passait la récréation, je me rappelle, à genoux sur une règle, c'était pas un exemple, j'étais pas bien. Mais la leçon de morale, c'était phénoménal, moi, je m'en souviens. On avait des livres entiers avec des leçons de morale en tête et tout ça, ça nous est quand même resté. La leçon de morale, c'est quoi? C'est tu ne voleras pas, tu aideras, tu donneras, c'est que des bons principes. Voilà. Tu aimeras tes parents, c'est des bons principes, voilà, de générosité. Donc un rappel aux principes, un rappel aux valeurs. Comment vous le traduisez-vous auprès de la jeunesse en tant que maire de Palavas-les-Flots? Est-ce qu'il y a un conseil municipal des jeunes, par exemple? Est-ce que vous rencontrez régulièrement les jeunes pour aussi faire passer ces messages-là? Bien sûr que je rencontre les jeunes. Je vais beaucoup dans les écoles. Nous avons des écoles qui fonctionnent bien. Malheureusement, à Palavas-les-Flots, nous n'avons pas de collège et nous n'avons pas de lycée. Donc il est très difficile d'avoir un conseil des jeunes, mais ces jeunes-là, on les rapproche, on les fait venir, je les reçois, nous les dotons de livres, de calculettes, et autres. On fait un petit discours pour leur expliquer ce qu'ils vont faire. Quand ils s'en vont dans en sixième, on leur explique qu'ils vont représenter Palavas-les-Flots ailleurs, et que nous serons fiers et heureux s'ils se tiennent bien, s'ils réussissent bien, parce que c'est la fierté. Et tout ça, c'est quelque chose de passionnant. Et bien sûr que les jeunes, on les occupe. On donne beaucoup pour les associations, notamment sportives, parce qu'un jeune qui fait du sport, eh bien, il s'en sortira toujours. Celui qui ne fait pas de sport, qui traîne dans les rues, qui va jouer, qui a un truc, c'est pas bon. Mais celui qui fait du sport, il acquiert une mentalité. D'abord de lutte, de vouloir arriver, de faire quelque chose. Et tout ça passe dans l'esprit, dans l'état d'esprit. Je crois que c'est bien, voilà. Donc, tous les jeunes, en définitive, ce sont ceux qui vont nous succéder. Et il faut leur donner le maximum pour qu'ils puissent réussir. Cette année, on l'a dit, on commémorera les 80 ans de la libération de nos territoires. C'est autant d'occasions d'appuyer là où ça fait du bien, c'est-à-dire, on l'a dit, le civisme, les valeurs, les valeurs républicaines, la démocratie. C'est important, vous qui êtes élu depuis bien des années. Ah oui, c'est très très important. Et quand même, j'ai une bonne raison de penser que nous allons dans le bon sens, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui assistent aux commémorations, devant les monuments aux morts, les monuments de la résistance, et ainsi de suite. Je crois que ça fait passer un petit trou dans la tête et l'état d'esprit. Il faut apprendre aux jeunes tout ce qui s'est passé dans toute cette histoire. C'est de l'histoire qu'on tire les leçons et qu'on peut aussi prendre exemple pour dire mais il faut faire ça plutôt que ça. Les jeunes découvrent pour certains et d'autres ne découvrent pas du tout, et ce qui est grave, ne découvrent pas cette histoire qui nous apprend beaucoup, l'histoire de la guerre. On est des générations, même moi, qui n'avons pas connu la guerre. On n'a pas connu la guerre. En tout cas, pas la même guerre que celle qu'on a connue en 14-18, en 39-45. Je ne parle pas de la guerre de 70. Mais enfin, je crois que cette guerre qui a été fratricide, meurtrière et autres, qui a mené n'importe quoi, la Shoah et tout ça, c'est des choses dont il faut parler. Donc le devoir de mémoire, c'est important. Mais bien sûr que c'est important, le devoir de mémoire. On doit appuyer là-dessus. On doit dire la guerre n'est pas une bonne chose. Mais malheureusement, parfois,
on en est réduit, on est devant la tenue de certaines personnes, on se trouve obligé mais il faut toujours défendre les principes de liberté, de choix, de trucs. Nous avons, ces principes sont un peu galvaudés maintenant. On dit, nous, il nous faut la paix, il nous faut la tranquillité, la sérénité, on est bien, qu'est-ce qu'on va s'en mêler, on va faire un truc. Faire attention, parce que dans la vie, on se mêle parfois pas de choses, et puis parfois ça nous retombe sur le coin de la figure, quoi. Et c'est un peu dur ce que je dis, mais l'histoire le montre. Tous les pays qui n'ont pas su se défendre, qui n'ont pas su défendre la démocratie, la liberté, un jour ou l'autre se sont retrouvés en difficulté. C'est ça l'histoire. Et l'histoire qui doit être enseignée par les professeurs en toute liberté. En toute liberté, c'est-à-dire l'histoire elle est neutre, on indique des événements, voilà ce qui s'est passé et voilà quelles ont été les conséquences. Et surtout quand j'entends que des professeurs sont mis en difficulté, menacés ou autres, parce qu'ils ont osé évoquer un problème de l'histoire, des problèmes importants de l'histoire, ça c'est grave. Voilà. Là je dis que c'est très très grave. Et ça pose la question du respect de l'autorité. Vous parliez des enseignants. On pourrait parler des gendarmes, des militaires, des policiers, des élus aussi. Oui. Est-ce que c'est votre quotidien Est-ce que certains jours, c'est plus dur que d'autres parce que l'agressivité s'est installée dans les rapports avec vos concitoyens? L'agressivité s'est installée, effectivement. Oui, parce qu'il est de plus en plus difficile, et c'est là où je tire mon chapeau un petit peu aux forces de l'ordre et autres, il est très très difficile de faire respecter l'ordre. Parce qu'on doit faire respecter l'ordre, mais on a une difficulté, c'est que pour faire respecter l'ordre, il faut respecter aussi toutes les règles, toutes les lois, tous les trucs. C'est compliqué. C'est compliqué quand des policiers, des gendarmes, des policiers nationaux, des policiers municipaux ou autres arrêtent quelqu'un ou autre, qui se font insulter, qui se font le truc. Mais moi, je les admire, ces personnes, parce qu'ils restent calmes. Ils restent dans les clous, ils restent dans le truc. Mais ils ont une tâche extrêmement difficile parce qu'ils ont affaire à un comportement qui n'est plus celui que nous avons connu il y a 50 ans ou 60 ans en arrière. Ça s'est vraiment dégradé. C'est là que je dis, la leçon de morale, l'éducation familiale, dans le cocon familial. Et je sais que c'est difficile, l'éducation familiale. J'avais proposé à un moment donné, à l'Assemblée nationale, j'avais dit, c'était du temps avec Sarkozy, j'avais dit on devrait dire que l'un des parents qui accepte de rester pour élever les enfants dans les 7 ou 8 premières années de leur vie, ou 10, jusqu'à l'âge de 7, 8 ans, 10 ans, qu'on leur donne un salaire. Pas un salaire, un complément de salaire, comptant pour la retraite. Qui aurait permis à tous les enfants, dans les banlieues, dans les trucs, d'être accueillis par un des parents. Or, souvent, ces enfants ne sont pas accueillis quand ils rentrent le soir. Ils rentrent de l'école, ils sont dehors, ils sont sur le trottoir, ils sont dans la rue. Ces jeunes n'ont pas de cocon familial. Les gens qui sont au travail rentrent fatigués, après peut-être 2 ou 3 heures de transport ou autre, ils ne demandent qu'une chose, c'est vite manger, aller se coucher pour se reposer, pour se récupérer. Mais j'avais dit, on leur donne ça. Voilà. Alors, moi, à l'époque, on m'avait dit, tu veux ruiner la France, tu veux un truc. Non, je lui ai dit, on est en train de ruiner la France parce que les générations qui arrivent vont être très très compliquées. C'est là qu'on aura ruiné la France. Les pouvoirs publics ont un peu laissé faire, peut-être, non ? Les pouvoirs publics ont laissé faire parce qu'il y a une notion de liberté, de laisser faire dans la France. On est là, on dit il ne faut pas non plus être gendarme derrière tous les armes. C'est le cas, on ne va pas mettre un gendarme derrière tous les armes. Mais il ne faut pas laisser faire. Je prends le cas de Palavas, je reviens un petit peu à mes réalités, ce que j'ai autour de moi. Dans l'été, les gens se promènent dans le centre-ville, torse nu ou autre. Bon, je dis, attendez, mettez un petit polo, ça sera plus sympathique. Vous allez manger au restaurant, je dis, vous allez manger torse nu, les gens, ils apprécient pas torse nu ou autre. Mettez un petit polo, mettez un truc. Mais on est presque là, outrage. Qu'est-ce que vous nous dites, et ainsi de suite. Alors que c'est simple. Il vous est arrivé d'avoir peur ?
comme maire face à des situations un peu particulières? Mais je ne suis pas peureux. Je ne sais pas pour me vanter, rien du tout. Hein. Je ne suis pas peureux, et puis j'ai une certaine autorité aussi. Je sais, ça peut, un jour peut-être je serai surpris et j'aurai véritablement un coup du sort, comme on dit, mais non, j'ai pas de. J'ai toujours discuté avec les uns et les autres, et je leur ai fait comprendre que les réalités. Moi, j'étais là ici pour gérer une ville. J'étais pas là pour accepter n'importe quoi. Voilà. Je sais pas. On peut pas me convaincre par la force ou par quoi que ce soit. Voilà. J'ai toujours dit d'ailleurs. Ça fait 35 ans que je suis maire. Vous avez en effet un CV d'élu local très impressionnant. Est-ce que c'est aujourd'hui, en 2024, difficile d'être maire d'une commune comme Palavas-les-Flots, avec toutes ces contraintes, un État parfois qui n'est pas toujours au rendez-vous du soutien? Alors, pas du tout, ou ça se passe bien? Non, mais je dis ce qui est. La problématique des maires actuellement, c'est bon, il y a les forces de l'ordre, mais les forces de l'ordre sont présentes. Moi, je vois Darmanin, chaque fois que je lui ai demandé des forces de l'ordre, il m'en a envoyé. Sauf cette année où il y a les Jeux Olympiques, véritablement, on aura quelques problèmes, mais on est en train d'y pourvoir, on va essayer que ça se passe bien. Le deuxième problème, c'est peut-être le rapport avec les administrés. J'ai la chance de ne pas avoir trop de problèmes personnellement. Non, mais bon, je sais qu'il y a des collègues qui en ont et qui ont des difficultés. Et je dis que c'est quand même la République. Quand on est là, on représente la République, on représente la ville. Et donc, on doit être respecté. Le troisième problème, c'est la difficulté que nous avons avec la décision municipale. La décision. Nous n'avons pas trop la décision. On est tout le temps en train d'attendre l'accord des uns, l'accord des autres, et ainsi de suite. Ça, c'est très, très complexe. Vous voulez dire de l'État? Je veux dire le rapport avec l'État. On a de bons rapports. Moi, j'avais rencontré le préfet, là, que ce soit Moutou, que ce soit le préfet Loche, truc. On a de très, très bons rapports, il n'y a pas de problème. Mais c'est l'administration qui, en définitive, a tellement d'obligations, de trucs. Ouais. Certainement qu'il y a moins de monde, il y a moins de représentants d'administration, il y a moins de personnes capables de répondre ou autre. Je comprends que ça va être compliqué pour eux. Mais nous attendons, quand on pose une question, quand on veut raconter un responsable d'une administration, c'est parfois extrêmement compliqué. Alors le président Macron plaide pour une simplification, qu'on arrête d'ennuyer les Français. La politique du bon sens et pas la politique des tracas, elle concerne aussi les particuliers comme vous, les collectivités. Oui, on dit toujours quand on encadre les élus et tout ça, on est tranquille, l'État a toujours une stratégie d'encadrement et de trucs. Mais il ne faut pas aller trop loin. Parce que nous, on a besoin aussi vis-à-vis de nous. Nous sommes des élus. Ouais. N'oublions pas. Nous nous présentons chaque 6 ans. On dit, vous êtes bien, est-ce qu'on vous plaît ou est-ce qu'on ne vous plaît pas? Et si on ne plaît pas, on dit, allez planter des navets et des choux ailleurs, et puis c'est terminé. Et on le fait. Donc nous sommes des élus. Nous avons été désignés par le peuple. Et à ce moment-là, il y a quand même on doit quand même pouvoir prendre certaines décisions. Voilà. Je pense que les lois de fer... de décentralisation ne sont pas totalement actuellement appliquées et qu'il faut véritablement, et là le président Macron a raison, il faut véritablement décentraliser. Il faut donner pas le pouvoir, mais la possibilité de décider certaines choses. Un truc, on n'est pas des fous, on a été élus, on est quand même à la tête d'un pays, d'une station balnéaire ou autre, comme Palavas, c'est pas la plus grande de France, mais c'est pas non plus la plus petite. On doit pouvoir quand même aménager certaines choses. Et c'est là. Et véritablement, la France s'y retrouverait parce que nous avons maintenant, pour sortir un projet, par exemple, faire du logement social. Vous voulez sortir un projet, il faut 3 ans pour le sortir. Donc les délais se sont rallongés. Oui, et 3 ans, c'est trop long. C'est trop long, parce que les choses évoluent vite. 3 ans après, on dit, on n'a plus besoin de ça, on aurait plutôt besoin d'F2 plutôt que de faire des F4 ou l'inverse et autres. C'est difficile. Quand on décide de faire quelque chose, c'est l'instant présent. Il faut qu'on nous permette d'aller un peu plus vite. Pas d'aller non plus à toute vitesse, de prendre un PV pour excès de vitesse, mais faire les choses dans le cadre de la loi, mais qu'on puisse les faire. Voilà. Avec des problématiques... Il faut simplifier.
simplifier, avec des problématiques qui vous sont propres dans cette station balnéaire. Je pense évidemment au tourisme, je pense au trait de côte aussi. Je pense aussi à l'économie parce que vous avez des pêcheurs qui illustrent l'économie de ce territoire de Palavas-les-Flots. Comment vous l'appréhendez ça? Quel message vous arrivez à passer auprès de cette population-là qui évidemment est en attente de beaucoup de solutions? Nous avons des pêcheurs. Ouais. Et les pêcheurs, ils sont aux origines de Palavas. Palavas, c'est un port de pêche, c'est les pêcheurs qui ont créé Palavas. Et qui ont eu même le réflexe, il y a 100 ans de cela, il y a un siècle, de dire maintenant Palavas, c'est pas que la pêche, c'est les pêcheurs qui ont dit ça. C'est pas que la pêche, c'est aussi le tourisme. Donc, on va plus appeler Palavas, on va l'appeler Palavas-les-Flots. On a rajouté les flots. Pour dire, vous voyez, on vient se baigner ici, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Et donc, par conséquent, en partant de cela, nous embrouillons de la même manière en disant le pêcheur doit être défendu, c'est extra. Et d'ailleurs, on a une prud'homie qui fonctionne très très bien, des pêcheurs qui sont venus, ils vont faire des conserveries de poissons, ils ont des projets. Et ça, c'est fabuleux. Et nous, dans ce cadre-là, on aménage aussi. On est en train de travailler sur la protection du cordon littoral. On proposera ça à monsieur le préfet et monsieur le secrétaire général de la préfecture dans quelques temps. C'est un système qui veut que nous protégions le cordon littoral par la pose de récifs artificiels. Ces récifs artificiels ayant deux buts, casser le pied de vague pour que la vague soit moins forte dessous et emporte moins le sable de la plage, et donc que la plage s'agrandisse au lieu de diminuer. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ces mêmes récifs artificiels seront des refuges pour les poissons. Sur 10 poissons qui naissent, il y en a un qui vit. Vous pouvez le savoir. Nous, on aimerait bien qu'il y en ait 2. Et à ce moment-là, on empoissonnerait toute la baie d'Aigues Mortes. Donc, on proposera ça. On travaille avec la faculté, avec le professeur Bouchette à la faculté de Montpellier, avec la faculté de Toulouse, avec P2A, qui est une société de Fontignol qui est spécialisée dans la mer, avec aussi Line Up, qui est une start-up de la région. On fait un travail remarquable et je pense que ça va nous apporter beaucoup. Et donc, nous, ce que nous souhaitons, c'est que dans 100 ans, on ne sera pas là pour le voir. A priori. Mais dans 100 ans, eh bien, il y a encore plus de pêcheries sur le secteur parce que les pêcheurs, c'est la vie. C'est la Méditerranée. Le poisson de Méditerranée qui est excellent. N'oubliez pas, le poisson de Méditerranée, le meilleur poisson du monde. Voilà. Les petits rougets, les sols, les loups, tous ces poissons-là. Même le muge. Le muge d'hiver de la mer est meilleur que le loup. Sachez-le. Alors, je ne sais pas s'il y aura des pêcheurs dans 100 ans, on l'espère évidemment, mais on sait que le réchauffement climatique va mettre à mal quand même un littoral et pas simplement le nôtre. Des mesures ont été prises, hein. Ça fait partie des programmes que vous essayez d'imaginer sur Palavas. Alors, nous, notre programme, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire la pose de récifs artificiels. Nous ne pouvons pas faire le recul, puisque nous avons les étangs derrière. Donc, les maisons qui sont sur le front de mer ne peuvent pas aller derrière. Donc, nous espérons maintenir ces maisons. Vous savez, la nature, il faut la respecter, mais il faut que la nature nous respecte aussi. Dans la mesure où la nature, on peut vivre ensemble, et on doit vivre ensemble, puisqu'on est condamné à vivre à la nature, et vice-versa. Et donc, par conséquent, il faut essayer de le faire. Ce trait de côte, on va le protéger, et on va essayer de faire que la vie continue à Palavas. Mais, j'ajouterai une chose, sur la rive gauche de Palavas, le trait de côte n'a pratiquement pas bougé. Devant la mairie, nous recueillons tous les sables de l'Espiguette, et donc la plage a été multipliée par 3 en largeur. Et sur la rive droite, quand je suis arrivé, on était prêt à fermer tous les immeubles. Le préfet m'avait dit, attention, il y a danger, et des trucs comme ça. On a fait des prises de l'avant-mer, et depuis, aucun problème. Donc, on a des possibilités. On a un projet qui est un projet de protection de la nature et de l'environnement. Donc, par conséquent, si on peut le mettre à jour, on appelle ça Palavas 2050. C'est un très très beau projet et je pense qu'on y arrivera. Voilà. Un beau projet qui permet aussi d'embarquer les citoyens, finalement, dans l'avenir et puis dans des préoccupations qui les concernent au quotidien. Bien sûr. Et le but de Palavas, c'est de faire un Palavas qui soit respectueux de l'environnement, qui donne une belle image de la mer, avec bien entendu la difficulté d'accueillir 100 000 personnes. On a 5 millions de touristes à Palavas. C'est une difficulté, mais ça se passe bien quand même dans l'ensemble. Tout le monde sait très bien qu'en juillet, août, il faut se serrer, c'est un peu comme les sardines. Mais après,
après. Mais après, bon, on a quand même 10 mois derrière où on se retrouve entre nous pratiquement et où on peut vivre. Encore que nous souhaitons aussi que ce tourisme, qui est un tourisme d'été, devienne un tourisme à l'année. Et nous avons tous les atouts pour faire un tourisme à l'année, parce que nous avons beaucoup de constructions, d'aménagements, de trucs qui ne servent que pendant 2 ou 3 mois. Mais il faut que ces aménagements, qui coûtent cher, quand on fait un surpresseur d'eau, ça coûte cher, quand on fait une station d'épuration, ça coûte cher, mais il faut que tous ces aménagements puissent servir 12 mois sur 12. Et c'est la volonté, répartir toute cette population qui prend des vacances sur toute l'année. Et Dieu sait si de temps en temps, à Palavas-les-Flots, et souvent même à Palavas-les-Flots, l'hiver, il y a des journées exceptionnelles. Il fait beau, on peut se dorer au soleil, on peut presque se baigner. Voilà. Donc on recommande la destination de Palavas-les-Flots. Christian Jean-Jean, maire de Palavas-les-Flots. Ravi de vous avoir eu à notre micro. Merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie. À très Bonne bientôt. soirée. Déjà fini ? Libre-échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay.